Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler des 3 événements déterminants qui viennent de se produire en France et qui auront des impacts, j'ai envie de dire, très larges, que ce soit au niveau de la zone euro, également bien sûr au niveau de l'ensemble des Français, que ce soit les particuliers, les entreprises, en termes d'activité, de chômage, également impact sur les taux d'intérêt, sur notre épargne, donc parallèlement. Donc des événements extrêmement importants. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, les déficits publics. Bruno Le Maire vient d'avouer son erreur. Eh bien, il nous dit que les déficits publics vont encore augmenter massivement en 2024. Comme vous le savez, ça fait 8 mois que ici même j'annonce cette perspective et qu'on me rit au nez parfois. Je suis un peu seul contre tous, mais c'est pas grave. On se doit de dire la vérité. On me dit non, vous êtes pessimiste. Non, nous sommes réalistes. Mais voilà, Bruno Le Maire vient aujourd'hui de l'annoncer. Ce dérapage est particulièrement dangereux. On verra ça bien sûr dans le détail parce que la dépense publique et le déficit sont en train de devenir incontrôlables. Et c'est ça qui rend la France aujourd'hui particulièrement dangereuse. Deuxième élément important, l'inflation. Parlement se sont gargarisés la semaine dernière. Ah, l'inflation baisse, c'est formidable. Oui, mais attention, les prix continuent d'augmenter. Donc c'est vrai que je vous ai fait un petit tuto, entre guillemets, très pédagogique pour vous expliquer comment est calculée l'inflation, pourquoi est-ce qu'on a cette impression, entre guillemets, que, du moins selon les chiffres, que l'inflation baisse, mais que dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Les prix continuent d'augmenter. Ce qui est complètement fou, c'est que les médias, malheureusement, ne véhiculent pas ce message simple. Oui, les prix continuent d'augmenter et la baisse de l'inflation, elle est mécanique, elle est technique, mais ça n'arrange pas le pouvoir d'achat des ménages. C'est assez incroyable. Donc, je leur proposerai de regarder, bien sûr, cette vidéo parce que, encore une fois, on ne peut pas continuer comme ça à dire n'importe quoi. Le manque de culture économique en France fait vraiment beaucoup de mal à notre situation, tout simplement, pas que économique, mais également sociale et sociétale. Donc, on verra ça là aussi dans le détail. Troisième point, l'immobilier. C'est vrai qu'on en a un peu moins parlé ces dernières semaines parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités, notamment politiques, notamment, je dirais, sur également les marchés boursiers. Mais là, l'immobilier, les chiffres viennent de sortir pour le début septembre. Et c'est pas génial, ça continue de baisser. On verra ça dans le détail. Et bien sûr, comme d'habitude, on terminera par une bonne nouvelle. C'est compliqué à trouver, mais j'en ai trouvé une. Elle est très relative, notamment pour nous Français, mais néanmoins, ça reste une bonne nouvelle. Et puis, surtout, la question de la semaine. Là aussi, vous avez été très nombreux à me la poser. Alors, je ferai bientôt donc, une vidéo complète parce que c'est un sujet très complexe, mais quand même, c'est la question de la semaine. Est-ce que le dollar peut s'effondrer, peut tomber de son piédestal, peut être remplacé par le yuan ou autre? Donc, c'est une grande question. On essaiera d'y répondre, bien entendu, à la fin de cette vidéo. Alors, on commence tout de suite. Vous avez compris, le programme est très chargé, avec donc cette annonce qui vient d'avoir lieu, assez incroyable. Monsieur le maire découvre l'eau chaude. Ah bah oui, ça y est, attention, les déficits publics vont augmenter. Alors voilà, on nous avait annoncé un déficit public de 5,1% du PIB. En fait, ça sera plutôt 5,6% du PIB. Donc, il manque à peu près 16 milliards d'euros. Tiens, comme par hasard, on dit oui, il y a moins de recettes fiscales, il y a plus de dépenses des collectivités locales. Le problème, c'est que pour 2025, chiffre également de Bercy, on annonce 6,2% de déficit. Donc, on voit bien que normalement, avec un petit peu de croissance, on devrait réduire ces déficits. Mais là, non, ça continue d'augmenter, ce que ça montre bien que ces déficits sont devenus tout à fait incontrôlables. Alors, ce qui est fou, c'est que, comme vous le savez, je l'annonce depuis 8 mois ici même. J'avais fait ces prévisions, un peu seul contre tous. Souvent, on me riait au nez. Voilà, je dis pas ça, on me dit oui, vous êtes pessimiste. Non, pas du tout. On se doit d'être réaliste. Encore une fois, c'est du bon sens. Je ne suis pas devin. Simplement, s'il y a une activité économique en berne, malgré ce que dit l'INSEE, donc mécaniquement, il y a moins de recettes fiscales. Et si on augmente encore les dépenses, moins de recettes, plus de dépenses, mécaniquement, ça fait monter le déficit. Ce n'est pas de l'économie, c'est du bon sens, c'est de la mathématique extrêmement simple. Et donc, rappelez-vous, ce graphique que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois, il continue. Voilà, le déficit public en 2023, c'était 154 milliards d'euros. Et pour 2024, si tout va bien, ce sera, dans le meilleur des cas, 165 milliards d'euros, parce que, comme vous le savez, l'année n'est pas terminée, on risque encore de déraper sur les comptes publics, donc ce qui veut dire qu'on peut encore dépasser ce chiffre assez incroyable. Donc voilà, ça se creuse, et je vous rappelle que le 20 septembre, dans quelques jours, la France, l'État français doit, je dirais, présenter un projet de réduction de son déficit. Là, c'est exactement l'inverse. Ça ne cesse d'augmenter. Donc si en plus il n'y a pas de gouvernement, ou du moins un pseudo-gouvernement, on ne sait pas comment ça va pouvoir se produire, cette réduction des déficits. Donc on est bien en train d'être sur un volcan, et le volcan est en ébullition, et la lave commence à arriver sur nous, et ça c'est extrêmement dangereux, sachant qu'on vient d'avoir également ce matin les chiffres du déficit de l'État uniquement, parce que Bruno Le Maire dit c'est les collectivités locales. Mais attendez, quand on regarde les déficits de l'État uniquement, donc hors collectivités locales et administration sociale, que voit-on? Chiffre de ce matin, sur les 7 premiers mois de l'année, on a un déficit de quasiment 157 milliards d'euros. Donc c'est un peu moins que l'année dernière, mais c'est quand même le 3e record, donc justement après l'année dernière et après 2021.
Donc là aussi, on voit bien que les comptes publics dérapent partout, y compris au niveau de l'État. Alors le drame, c'est que comme l'activité est en berne, ça va continuer. On a eu encore hier les chiffres des directeurs d'achat dans l'industrie. Ça confirme que l'industrie française est en contraction de l'activité depuis 26 mois. Regardez, c'est la courbe rouge ici. Donc on est sous la barre des 50 depuis 26 mois. Pour l'instant, le PIB résiste parce que c'est vrai que l'industrie, c'est plus qu'autour des 10% du PIB, mais néanmoins, ça a un rôle moteur important. Et donc voilà pourquoi, évidemment, il y aura moins d'activité. C'est vrai qu'au mois d'août, il y a eu un petit rebond sur les services. Je l'ai présenté la semaine dernière, mais bon, là aussi, c'est lié notamment au JO. Et maintenant que ça s'inverse, c'est vraiment au mois de septembre qu'on va voir la vraie activité. La réalité économique qui est particulièrement compliquée avec énormément de défaillances d'entreprises. J'en parlais la semaine dernière sur cette même chaîne. C'est vrai que c'est assez dramatique, là aussi, des records. Et derrière ces défaillances d'entreprises, il y a des êtres humains. C'est pas que des chiffres. Il y a évidemment des salariés qui perdent leur emploi, qui sont au chômage, qui ne pourront pas consommer. Donc la France est bien au bord de la récession. Et donc ça ne va pas arranger, je dirais, les recettes fiscales, sachant que dans le même temps, le chômage est en train d'augmenter. Alors on ne voit pas encore dans les chiffres. Là aussi, FGO, ça a été un petit peu biaisé. Il y a eu beaucoup d'emplois aidés, d'emplois temporaires, etc. Mais regardez bien, ça c'est l'enquête de l'INSEE qui vient de sortir sur la confiance des ménages. Eh bien, les perspectives de chômage des ménages, et souvent les ménages sont au fait évidemment de l'actualité du chômage, sont en très forte hausse. Ça c'est le taux de chômage, donc qui a été réglé à 7,5% d'ailleurs par Eurostat, à la hausse. Eh bien, on voit qu'on pourrait atteindre bientôt 8,5% de taux de chômage. Voilà la réalité de l'économie française. Donc si le chômage, là aussi, tendance à augmenter, ça veut dire moins de recettes, plus de dépenses. Donc on comprend bien que malheureusement, ce déficit public est en train d'augmenter de façon incontrôlée. Alors je rappelle quand même quelques chiffres, quelques faits saillants, parce qu'on me dit aujourd'hui, ça c'est incroyable, qui interroge-t-on sur les médias? On m'a pas trop appelé, d'ailleurs c'est bizarre, tant pis, c'est pas grave, sauf certains, mais les médias on va dire traditionnels un peu moins, pour parler justement de ce déficit. Pourquoi? Parce qu'on interroge uniquement les personnes qui disent « Ah ben s'il y a un déficit, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'impôts, donc il faut encore augmenter les impôts ». C'est complètement fou, évidemment, parce que si vous augmentez les impôts, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie, mais quand vous augmentez les impôts, vous cassez l'activité économique, donc vous réduisez l'assiette fiscale, donc on ponctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc il y a moins de recettes fiscales qu'escomptées. Vous voyez, c'est même pas de l'économie, là aussi c'est du bon sens. Mais malheureusement on ne veut pas comprendre, même des économistes de salon certes, mais a priori intelligents, nous disent que ben non, c'est pas grave, on n'a qu'à augmenter les impôts et tout va bien se passer sur les ultra-riches, etc. Parce que les ultra-riches ne sont plus là, ils sont déjà partis malheureusement, et les grandes entreprises, ben, elles font leurs profits, 80% de leurs profits sont faits à l'étranger. Donc qui va payer la facture? Comme d'habitude, la classe moyenne et les PME qui souffrent énormément, et c'est ça qui est particulièrement dangereux, sachant que la dépense publique est déjà énorme. Quand j'entends certains dire que la France est dans une situation de rigueur budgétaire, attendez, dépense publique, 57,3% du PIB, nous sommes numéro 1 du monde. Vous connaissez la liste, je l'ai déjà présentée pendant cet été, mais bon, si vous l'avez oublié, c'est bien de la regarder. Donc on est quand même numéro 1 devant la Finlande, l'Italie, la Belgique, etc., l'Autriche. Et donc évidemment, si on prend l'Allemagne, en 48,6%, donc bon, je ne dis pas qu'il faut descendre jusqu'à ce niveau, ou même qu'au niveau américain à 37%, mais au moins à 50%. Là, on est à 57,3% et on nous dit non, il faut encore augmenter. Nous sommes en rigueur. Et évidemment, pas de rigueur, simplement cette dépense est mal allouée très clairement. Pourquoi? Là aussi, je vous l'ai déjà évoqué, mais c'est important de se souvenir, parce qu'on me dit oui, la dépense publique, c'est les dépenses sociales, donc on n'a pas le choix. C'est vrai que 33% de la dépense publique, ce sont des dépenses sociales, ça c'est les chiffres de 2023, et regardez bien, 32% de la dépense publique, ce sont des dépenses de fonctionnement qui ne cessent de flamber. Donc là, évidemment, il y a quelque chose à faire. Là, on peut réduire cette dépense de fonctionnement, supprimer des couches du millefeuille administratif, et il n'y aura pas de dégâts. On me dit oui, mais ça va faire du chômage. Non, parce que si on réduit la dépense et qu'on réduit les impôts, ben là, il y aura plus d'activité, et donc il y aura moins de chômage, et ceux qui n'auront pas d'emploi dans le secteur public pourront en trouver dans le secteur privé. Vous voyez, c'est du bon sens, mais ces emplois aidés, etc., ça n'a pas de sens, ça devient extrêmement dangereux. Regardez sur l'investissement, c'est que 7,7% des dépenses publiques. Subventions d'entreprise, c'est quand même 71,4 milliards, mais c'est pas les 500 milliards que certains annoncent, loin s'en faut, mais on voit bien que c'est là sur lequel le fait sur lequel on peut agir, les dépenses de fonctionnement. Mais on ne veut pas m'écouter, malheureusement, si bien que, regardez bien, depuis 3 ans, les dépenses de fonctionnement de toute la puissance publique ont flambé de 15,4%, contre une hausse de 12,5% pour l'ensemble des dépenses.
ce qui est déjà énorme, en 3 ans encore une fois. Mais on voit que historiquement, ça a toujours très fortement augmenté. Donc voilà pourquoi, là aussi, c'est encore une fois un élément très simple finalement à mettre en place, mais il n'y a pas de volonté politique. On ne veut pas baisser cette dépense publique, on veut l'augmenter. Mais à la rigueur, si ça produisait de la croissance forte, on pourrait dire au diable l'avarice, mais ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas un problème de quantité de dépenses. La dépense, elle est là, c'est un problème de qualité de cette dépense. Il faut donc réallouer cette dépense publique. En attendant, on l'a vu, le déficit public se creuse et donc les marchés commencent à s'inquiéter. Le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française est repassé au-dessus des 3, on est même à quasiment 3,1%. Alors c'est pas les sommets qu'on avait atteints dernièrement, mais on regarde bien, c'est des plus hauts quand même depuis 2012, début 2012. Donc voilà aujourd'hui, attention, parce que certains tablent justement sur une baisse des taux d'intérêt pour dire ça va repartir. Eh bien non, les taux d'intérêt sont particulièrement élevés, la charge d'intérêt de la dette va augmenter, et si les taux d'intérêt augmentent, ça casse également l'activité économique, donc moins de croissance, plus de chômage, plus de déficit, plus de dettes et ainsi de suite. C'est le cercle pernicieux particulièrement dangereux. Voilà le drame. Et d'ailleurs, cette augmentation des taux d'intérêt s'est produite malgré la baisse de l'inflation. Alors justement, là c'est important de faire un point parce que la semaine dernière c'était assez fou. On n'a parlé que de ce chiffre-là. Oui, l'inflation française baisse. Donc on est tombé, entre guillemets, à 1,9%. Donc là, c'est vrai qu'on était sur des niveaux de plus de 6% il y a quelques mois. Donc là, on est à 1,9%. Ça, c'est l'inflation. Donc le glissement annuel des prix à la consommation. Aux normes INSEE, aux normes Eurostat, c'est la courbe rouge, on est à 2,2%. Oui, mais ça, c'est en glissement annuel. Ça veut dire qu'on compare le mois d'août 2024 par rapport au mois d'août 2023. Mais si je regarde sur plus longue période, sur pas très loin, juste depuis 2021, eh bien là, attention, ça calme. Les prix à la consommation ont augmenté de 17,7% aux normes Eurostat, 15,3% aux normes INSEE. Vous voyez que globalement, il n'y a pas de baisse des prix. Non, ça continue d'augmenter. C'est là où il y a tromperie sur la marchandise. Et ça, c'est assez fou parce que personne n'en a parlé la semaine dernière. Pourtant, regardez bien, les prix à la consommation ont flambé donc de 0,6% sur le seul mois d'août. C'est énorme, avec parallèlement donc 2,2 sur un an et 17,7% depuis janvier 2021. Donc là, on voit bien la contradiction. L'inflation qui baisse, c'est la courbe bleue, mais les prix continuent d'augmenter. Donc, beaucoup me disent, mais comment c'est possible? Et même certains journalistes ne comprennent pas ça. Ça fait quand même 3 ans de forte inflation et personne n'a encore compris. C'est quand même assez incroyable. Donc, je vais vous faire un petit tuto rapidement pour expliquer ce qu'est l'inflation. Alors, qu'est-ce que l'inflation? Bien, l'inflation, c'est pas compliqué, c'est simplement... Donc c'est évidemment une norme comptable, c'est l'augmentation des prix donc à la consommation, donc pour les ménages, sur un an. Donc en glissement annuel, ça veut dire on compare le mois d'août 2024 au mois d'août 2023, ou alors en moyenne annuelle, c'est-à-dire on va prendre les 12 mois de l'année 2024 en moyenne par rapport aux 12 mois de l'année 2023 en moyenne. Donc ça, on fait des moyennes chaque année. Donc c'est ça l'inflation, c'est sur un an. Mais alors, évidemment, on dit ça baisse. Mais encore une fois, c'est uniquement sur un an. Après, vous avez le mouvement de désinflation. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire la désinflation. C'est-à-dire que les prix continuent d'augmenter, mais de moins en moins vite. C'est-à-dire que le glissement annuel, il baisse. C'est ce qu'on a vu au mois d'août. Donc ça, c'est donc la baisse de l'inflation. Encore une fois, les prix continuent d'augmenter. Après, vous avez, là, c'est beaucoup plus grave, la déflation. Ça veut dire quand les prix baissent. Alors on a une baisse du niveau général des prix sur un an. C'est ce qu'on aurait dû avoir normalement après la flambée de 2022. Et ça, on n'a pas eu de baisse des prix. Et ce qui est un petit peu anormal d'ailleurs, parce que, entre guillemets, on a maintenu artificiellement la demande. Et après, on a ce mouvement de reflation. C'est quoi la reflation? Je pense que c'est quand on sort de la déflation. Donc on était sur des variations des prix négatives. Et là, on repasse en positif. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vous ai même fait, pour aller plus loin, donc voilà, pour voir, on va faire un cas pratique. Voilà, ça, c'est les chiffres de l'inflation, donc l'indice des prix de l'INSEE, donc en baissant en 2015, donc au mois le mois, vous voyez, de janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai fait 2 petits exemples, on ne peut pas non plus faire trop long, mais ça, c'est important, encore une fois, d'un point de vue pédagogique. On va parler d'abord de février 2024. Vous voyez, février 2024, on a les prix qui augmentent de 0,9%. Bon, c'est quand même beaucoup, mais on voit que le glissement annuel baisse. On passe de 3,1 à 3%. Pourquoi? Bien, c'est très simple, il faut remonter à février 2024, parce qu'en février 2023, les prix avaient augmenté de 1%. Donc 0,1 point de plus qu'en février 2024, d'où le fait que le glissement annuel baisse de 0,1 point. C'est pas plus compliqué que ça. Alors si on regarde maintenant sur le mois d'août, c'est le même phénomène. Regardez bien, au mois d'août, les prix ont augmenté donc de 0,6%, donc c'est beaucoup. Sauf qu'en août 2023, ils avaient augmenté de 1%. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une augmentation, vous savez, de l'électricité, les tarifs réglementés de 10%. Donc ça avait généré une hausse de 1% des prix. Donc là, ça augmente de 0,6%. Mais comme au mois d'août 2023, ça a fait plus 1,
il y a 0,4 points d'écart, donc le glissement annuel baisse de 0,4 points, c'est exactement ça, 2,3 à 1,9. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors le problème, c'est que pour septembre, c'est l'effet inverse. Vous voyez, en septembre, les prix, donc en septembre 2023, les prix avaient baissé de 0,5%. Donc admettons que pour septembre 2024, on n'a pas encore les chiffres, mais les prix pourraient baisser de 0,1. Donc s'ils baissent de 0,1, c'est une baisse sur un mois. Sauf que par rapport à 0,5, il y a 0,4 points en moins. Et donc ce qui veut dire que ça réaugmente de 0,4, voire même on pourrait atteindre 0,5 points. Avec les arrondis, ça ferait 2,3 à 2,4% d'inflation. Donc l'inflation, elle va repartir à la hausse au mois de septembre. Toujours est-il que sur longue période, les prix continuent d'augmenter et notamment sur les biens d'alimentation. Regardez bien, ça c'est assez dramatique. On nous a vraiment menti. Enfin, soyons honnêtes, on nous a dit oui, les prix de l'alimentaire, ça y est, ça baisse, c'est formidable, tout va bien. Non, ça ne baisse pas. Regardez bien cette flambée qu'on a eue en 2022-2023. Et là, non seulement ça ne baisse pas, mais ça continue d'augmenter. Le dernier mois, ça a également augmenté. Et donc, on est à 22,2% d'augmentation de janvier 2021 à août 2024. Donc là aussi, la même hausse que de septembre 2007 à décembre 2020 sur 13 ans. On a eu la même augmentation en 3 ans. Donc c'est vrai que là aussi on se rend bien compte que là les ménages ils payent évidemment, et donc il n'y a pas eu de baisse des prix comme certains l'avaient annoncé, et ça c'est quand même évidemment une belle arnaque. Pareil sur les prix de l'énergie, alors c'est encore pire, la 48% d'augmentation des prix de l'énergie, donc de 2021 à juillet 2024, on n'a pas encore les chiffres d'août 2024, ça a un petit peu baissé, mais ça reste quand même énorme, c'est-à-dire c'est autant qu'au cours de 2004 à 2020 sur 16 ans. La même hausse en 3 ans que sur 16 ans, vous vous rendez compte? Et là aussi, il y a un problème, puisque les prix du pétrole n'ont pas arrêté de baisser là, ces derniers mois. Pourtant, pas de répercussion. Pareil pour les prix du gaz, pas de répercussion. Alors, on a évidemment un problème. C'est-à-dire que cette inflation se généralise, il y en a évidemment qui en profitent, c'est malheureusement le cas, et ce qui veut dire que le consommateur, c'est lui qui paye. Et encore une fois, tout ça parce qu'on a alimenté la consommation. Parce qu'en temps normal, quand la consommation est attaquée, c'est-à-dire quand les prix vont trop loin, la consommation s'arrête, voire baisse, et là, le vendeur, il est obligé de baisser ses prix. Sauf que là, comme on a artificiellement maintenu la consommation, les vendeurs se sont dit, non, je continue d'augmenter mes prix. Et maintenant, ça s'est généralisé, évidemment, les salaires augmentent, un peu tout augmente, et donc l'inflation est devenue là aussi incontrôlable. Je vous rappelais l'image, c'est le dentifrice, une fois que l'inflation est sortie du tube, on ne peut pas la remettre dedans. Et donc cette inflation, malheureusement, elle est devenue incontrôlable, et elle va un jour vraiment baisser, les prix vont vraiment baisser, mais ça sera à cause notamment d'une récession. Alors juste pour terminer sur ce tuto, on a la composition de l'inflation française, ça aussi, parce que comment l'INSEE calcule son panier de biens de la ménagère, voilà ici les compositions, vous regardez ça tranquillement à tête reposée. En gros, l'alimentation c'est 15,1%, le tabac 1,8%, produits manufacturés 23,2%, l'énergie 8,3%, les services 51,6%. Avec les services c'est quand même beaucoup, et d'ailleurs c'est eux qui augmentent fortement ces derniers mois. Donc tout ça pour dire que ça c'est en moyenne. Mais pour un ménage modeste par exemple, lui le post-alimentation, ça peut monter à 20%, à 25%, même plus. Et donc, évidemment, comme c'est là où ça augmente le plus, il y a un certain degré, je dirais, inégalitaire de cette inflation, puisqu'en part relative, elle concerne surtout, malheureusement, les moins favorisés, et donc qui payent la facture la plus salée, malheureusement. Donc voilà pourquoi cette inflation, aujourd'hui, elle est toujours dramatique et toujours dangereuse, et même si on la compare à l'augmentation des salaires, donc là, je vous ai fait l'augmentation, c'est les chiffres de l'INSEE en données trimestrielles, salaire horaire en moyenne, donc depuis 2021, une hausse de 10,4%, c'est une moyenne bien entendu, ensemble des prix 16,3%, prix de l'alimentation 21,7%. Donc on voit bien que les prix augmentent beaucoup plus que les salaires moyens, entre guillemets, et puis pour malheureusement certains, les salaires n'ont pas augmenté, voire s'ils sont au chômage, ils ont baissé. Donc c'est d'autant plus difficile. Et ce qui veut dire que la situation est toujours explosive. On n'a pas parallèlement sur l'inflation de la zone euro, là aussi une flambée toujours très forte, vous voyez 20,4% de hausse depuis janvier 2021, et on est toujours à 2,2% sur un an. Et si vous regardez l'indicateur avancé, donc les prix des matières premières, ce qu'on appelle l'indice CRB, vous voyez que ça se stabilise sur des niveaux élevés. On est toujours sur une augmentation d'environ 161% par rapport au plus bas de 2020. Donc là aussi, les prix des matières premières restent toujours élevés parce qu'il y a toujours des pénuries, que ce soit bien sûr des matières premières au sens large, l'énergie, les semi-conducteurs, composants électroniques, bien d'équipements industriels, bien alimentaires, mais la main-d'œuvre également. Donc ce qui maintient une inflation relativement élevée. Donc l'inflation va rester élevée malheureusement, et ce qui veut dire que déficit public qui se creuse, inflation élevée, évidemment ça va coûter cher pour les Français, d'autant que les taux d'intérêt vont rester là aussi élevés. Alors
Là où les prix ne montent pas, c'est bien sur l'immobilier. C'est l'effet évidemment de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc on le voit ici. Alors petite bonne nouvelle pour les Parisiens entre guillemets, mais c'est vraiment un épiphénomène du mois d'août. Le mois dernier on avait une baisse de 15,8. Là on est à 14,8 de baisse. Ça baisse toujours par rapport aux plus hauts, évidemment, qui ont été atteints en 2021-2022. Mais ça reste quand même une baisse très forte. Boulogne, regarde bien, 19,5%. Montreuil, 15,8%. Lyon, 15,9%. Donc vous voyez, prenez la ville que vous souhaitez. Ce sont les chiffres de meilleurs agents. Après on peut les critiquer sur les appartements. J'ai mis les villes de plus de 100 000 habitants. Voilà, on a également Marseille, ça va un peu moins mal, parce que c'était une baisse de plus de 8% le mois dernier. Là on est à moins 7,5%. Mais c'est quand même évidemment toujours une baisse. Nantes, où là ça se creuse, 17,9%. C'est vraiment triste pour une belle ville comme Nantes. Mais voilà, c'est en train de s'effondrer. Je vous ai fait ensuite le palmarès qui n'est pas très enviable des plus fortes baisses par rapport au sommet de 2021-2022, donc pour les villes de plus de 100 000 habitants, pour les appartements encore une fois. Donc numéro 1, c'est Boulogne-Billancourt, pas loin de Paris, moins 19,5%, Nantes, moins 17,9%, Lyon, moins 15,9%, Montreuil, moins 15,8%, et Paris, donc moins 14,8%, donc il perd quelques places. On a ensuite Villeurbanne, Grenoble, moins 10,9%, Toulouse, Strasbourg et Toulon, qui remplacent Marseille, donc à la 10e place, puisque donc Marseille a une baisse un peu moins forte qu'à Toulon, par rapport au plus haut. Donc voilà, la baisse des prix de l'immobilier continue, elle va s'installer. Et alors il y a un chiffre que personne n'a évoqué, c'est vrai qu'il est sorti pendant cet été, mais qui est assez dramatique, qui fait froid dans le dos. C'est que pour la première fois dans l'histoire française de contemporaine, eh bien regardez bien, le taux de natalité est équivalent au taux de mortalité. Ça veut dire qu'il y a 9,4 enfants pour 1000 habitants, en moyenne depuis le début de l'année 2024 jusqu'à juillet 2024, et 9,4 décès pour 1000 habitants. Exactement la même chose. Donc s'il y a plus de décès, il y a plus de ventes de logements, ça les fait baisser. S'il y a moins d'enfants, on a moins besoin de s'agrandir, même s'il y a des divorces, etc. Et tout de même, là aussi, c'est un facteur structurel sur le marché de l'immobilier qui reste particulièrement dangereux. Voilà, j'ai terminé maintenant parce que bon, la vidéo est un peu longue, mais c'était important de parler de tout ça pour bien montrer que la situation française est quand même très dangereuse. Espérons qu'on aura bientôt un gouvernement, mais surtout qui prendra les bonnes mesures. Mais malheureusement, quand je vois comment c'est en train de se présenter, ça risque de ne pas être le cas. Donc on va encore parler pendant longtemps, malheureusement, de ce déficit public qui se creuse et de ces dangers inflationnistes également sur l'immobilier. Alors la bonne nouvelle, elle nous vient de la zone euro, c'est que le taux de chômage de la zone euro a baissé sur un plus bas historique, 6,4% en juillet 2024. Bravo pour la zone euro. Par contre, quand on voit le détail des chiffres, eh bien la France, vous voyez, elle n'est pas à 7,2 ou 7,3 comme le dit l'INSEE, elle est à 7,5% au mois de juillet, chiffre harmonisé. Donc c'est qu'avant on était troisième, mais là bon, la Lituanie et la Finlande nous sont passés devant. Bon, il y a eu des ajustements dans ces pays-là, vu la situation bien entendu avec la Russie et l'Ukraine. L'Espagne est toujours première, Grèce, donc Finlande, Lituanie, et donc la France et l'Estonie à 7,5% de taux de chômage. Donc on est loin devant notamment la moyenne de la zone euro à 6,4%. Voilà la réalité du taux de chômage français. N'oublions pas que le taux de chômage, ça c'est le taux de chômage de catégorie A. Si je prends tous les chômeurs, on est à 16,5% de taux de chômage en France. Donc ce n'est pas rien. On termine comme promis avec la question de la semaine. De quoi s'agit-il? C'est la question donc sur le dollar. Le dollar va-t-il s'effondrer? C'est vrai qu'on se dit, ça y est, beaucoup de pays promettent, entre guillemets, de libeller leurs biens, non plus en dollars, mais dans une autre monnaie. Alors on ne sait pas encore laquelle, mais ça tarde à se faire. C'est vrai que l'Arabie Saoudite l'a un petit peu fait sur le prix du pétrole, les Chinois également, donc en commerçant en yuan finalement. Donc, et avec la baisse qu'on a eue du dollar ces dernières semaines, on s'est mis à croire, ça y est, c'est fini, c'est la fin du dollar. Bon, sauf que là, le dollar, vous voyez, par rapport à l'euro, il remonte un petit peu, on est à 1,10, on est monté à quasiment 1,12, là on revient vers 1,10, mais surtout, quand on se compare également au yuan, parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'il faut un concurrent au dollar. Bien entendu, il faut pouvoir remplacer le dollar, donc il faut un concurrent. Et pour le concurrent, il n'y a pas tellement de monnaie, l'euro ne peut pas le faire, donc il faut le yuan, la devise chinoise, sauf que pour ce faire, il faut que le yuan soit fort. Sauf que comme les Chinois vont mal, ils ne pourront pas garantir un yuan fort, et donc, parce que sinon ça va encore casser l'économie chinoise, donc ils ne sont pas prêts à remplacer le dollar. Ça arrivera un jour, peut-être dans 10, 15 ans, mais pour l'instant, le dollar, c'est toujours à peu près 50% des transactions mondiales, alors que le commerce américain, c'est que 20% du commerce mondial, donc quasiment les 2 tiers du commerce américain du commerce en dollars ne sont pas américains, et parallèlement, c'est toujours donc aux alentours donc des 80% des réserves de change, donc le dollar
garde pour l'instant son hégémonie. Ça ne va pas forcément durer. Je pense que d'ici 10-15 ans, ça va s'effondrer. Il faut simplement que le concurrent soit prêt, en l'occurrence le yuan. Mais pour l'instant, vous voyez ici le yuan dollar, on reste quand même, bon, c'est un petit peu, ça s'est amélioré, mais on reste quand même sur des plus bas donc depuis 2008. Donc ça reste quand même sur des niveaux toujours assez faibles pour le yuan. Donc, quand le yuan sera fort, quand les Chinois seront forts, alors là, ils pourront évidemment concurrencer le dollar. Est-ce qu'il y aura une devise des BRICS, etc.? C'est pas encore prêt parce qu'il faut un marché de liquidité, notamment pour le marché du pétrole. Donc voilà pourquoi pour l'instant le dollar résiste, mais peut-être dans 10-15 ans, ça sera évidemment une autre situation. Et là, si le dollar perd son hégémonie, ça sera une crise financière internationale dramatique. Mais bon, chaque crise en son temps, on va déjà terminer celle que nous sommes en train de vivre. On verra ça dans 10-15 ans, donc on se reverra d'ici là. Bon, là, je serai un peu plus vieux, parce que d'ailleurs, je vous en remercie. Hein, j'ai fêté mes 54 ans, donc le 30 août. Merci pour vos vœux d'anniversaire. 30 ans de carrière, oui, mine de rien, parce que j'ai commencé ma carrière à 24 ans comme enseignant-chercheur à Paris, en Panthéon-Sorbonne. Ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà, on verra encore dans 10 ans, espérons qu'on sera toujours là et en bonne santé. Donc et toujours encore une fois, merci pour votre fidélité, merci pour vos pouces vers le haut, pour vos likes, pour vos abonnements. Faites abonner vos amis, n'hésitez pas. Faites passer cette vidéo justement sur le tuto sur l'inflation, parce que c'est important qu'on comprenne enfin ce qu'est l'inflation, et parallèlement, bien entendu, sur ceux qui s'abonnent premium, j'en bafouille, eh bien il faut cliquer sur l'onglet donc souscription ou rejoindre. Alors, ça dépend des configurations, je dirais, YouTube. Il faut d'abord déjà s'abonner normalement, j'ai l'impression, pour ensuite avoir ces onglets. Voilà. Merci beaucoup, et donc pour les abonnés premium, je vous enverrai bien sûr les slides chaque semaine directement. Envoyez-moi vos mails sur mon site acdefi.com. Voilà, on a tout dit. Merci encore. Portez-vous bien. Bonne rentrée. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué, mais on doit garder malgré tout l'espoir. Il faut se battre. C'est vrai qu'on est un petit peu déçus, on est un petit peu triste pour notre belle France. C'est la vie. Peut-être qu'il faut passer par le fond de la piscine pour ensuite remonter. L'avenir le dira. Merci encore. Bonne continuation et à très bientôt.